Alors, ce problème, alors quand on vous dit c'est 4 tiers de pi r cube, il y a une chose quand même que vous devez savoir, c'est que c'est forcément en r cube, que c'est un volume, c'est forcément en une longueur au cube. D'accord, ce qu'on a vu sur les problèmes de dimension la dernière fois. Alors, vous pouvez oublier que c'est 4 tiers de pi, ça c'est un préfacteur, par contre que c'est en r cube, c'est forcément une longueur au cube, puisque c'est un volume, donc une surface, forcément une longueur au carré. Ok, ça vous deviez le savoir. Donc, on vous dit qu'on charge une sphère de volume 1 mole avec une pile de 9 volts. Alors, la première chose, c'est que quand vous chargez comme ça une sphère, ben vous avez une formule qui vous donne la charge, qui vous dit que Q est égal à CV et que ça, la charge d'une sphère, c'est 4pi epsilon 0 R fois V. D'accord ? Alors, epsilon 0, ben, vous pouvez regarder. Alors, on va faire la même chose. Vous voyez, si vous savez plus ce que c'est que le volume molaire, il vaut 10 cm3. D'accord ? Et nous, on a une mole sous forme de sphère. Donc, dans notre cas, on a 4 tiers de pi r cube est égal à 10 cm3. D'accord ? On a simplement une mole sous forme de sphère, une petite boule. Alors, il suffit pour ça de trouver le rayon. Donc, si vous cherchez... Alors, 10 cm3, on va le mettre en SI. Donc, si vous mettez en SI, pour passer les centimètres cubes au mètre cube, il y a un facteur 10 puissance 6. Donc, quand vous en avez 10, ça vous fait 10 puissance moins 5 mètres cubes. D'accord ? Il y a un 10 moins 6 pour passer les centimètres cubes au mètre cube. Et comme j'en ai 10, ça fait 10 moins 5. Okay ? Et donc, vous trouvez simplement que R est égal à 3 sur 4 pi fois 10 puissance moins 5 à la puissance 1 tiers. Okay ? Donc la puissance 1 tiers, je pense que vous vous souvenez tous ce que c'est. Quand on a une racine cubique, c'est la même chose que de mettre à la puissance 1 tiers. Okay ? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ? Donc je remets ça dans ma petite formule et j'arrive au fait que Q qui est toujours égal à CV est égal, je mets les chiffres, 4pi fois epsilon 0, je vais mettre les valeurs numériques carrément, comme ça sera aussi bien, 4 fois 3,14 fois, alors c'est 8, 10 moins 12, on va mettre des chiffres qui sont plus exacts, fois ici 3 sur 4pi fois 10 moins 5 puissance 1 tiers fois V qui vaut 9. Okay ? Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ça peut quand même à peu près se calculer de tête, d'accord, sans faire des exploits énormes, d'accord. Donc, on va commencer par calculer au moins les valeurs numériques. Donc, ce truc-là, on va dire que c'est 3 à peu près, ok. Ce machin-là, donc ça, on va dire que c'est 4. Ça, on va dire que c'est 8. Et ça, c'est 9. Donc, il nous reste à calculer dans un premier temps. Donc, il nous reste à calculer 3 fois 4 fois 8 fois 9. Alors, combien ça fait, ça ? Ça fait 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 8, ça fait, 12 fois 8, ça fait 80, plus 2 fois 8, ça fait 96, si je ne me trompe pas. Et 96 fois 9, ça fait 96 fois 9, fait 960 moins 10, ça fait 950 à la louche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? S'il y en a qui savent compter de tête. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que ça doit faire à peu près ça. Ensuite, ici, il nous reste un 10 moins 12. OK ? Alors, ce truc-là,
Ce truc-là, maintenant, est un petit peu compliqué parce que ce qu'il faut arriver à voir ici, c'est que vous savez, quand vous avez une puissance 1 tiers ici, si là on a une puissance 6, c'est facile parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Mais là, on a 5. C'est un peu compliqué. Alors ici, on va faire quoi? On a 3, ici, on a 12. D'accord? Parce que 3, c'est à peu près... On va dire que le 3 se simplifie avec le pi. D'accord? C'est à peu près pi. Et il nous reste un quart. Donc ici, c'est à peu près un truc qui fait 0,25, 10 puissance moins 5, puissance 1 tiers. D'accord? Et ça ne m'intéresse pas trop. Je vais l'écrire sous la forme 2,5 10 moins 6 puissance 1 tiers. Et là, ça m'intéresse parce que ça vaut 2,5 puissance 1 tiers fois 10 moins 2. Okay, parce que 10 puissance moins 6 fois 1 tiers, ça fait 10 moins 2. Okay, alors 2,5 puissance 1 tiers, ça c'est à peu près 1. Ça, on ne va pas s'en intéresser trop. D'accord. Et je trouve un truc qui est de l'ordre, donc au total, je trouve un truc qui est de l'ordre de 950, 10 moins 14. OK. Donc ça, c'est l'ordre de 1000. Donc je trouve un truc qui est de l'ordre de 10 moins 11 coulombs. Alors, est-ce que quelqu'un a fait le calcul exact de ce que ça vaut? Non, personne n'a fait le calcul exact. Pardon? 1,2 fois 10 puissance moins 11. Voilà, je ne suis pas très loin. Le 10 moins 11 et vous trouvez 1,2 10 moins 11. Vous voyez qu'à la main, on tombe à peu près sur le bon résultat. D'accord? Donc, pour vous montrer que vous pouvez quand même aller assez loin dans du calcul à la main si vous savez faire. C'est-à-dire que si vous avez des astuces, alors savoir faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, ici, vous voyez, quand vous avez des puissances 1 tiers, il faut que vous ayez une puissance 6 ici. Enfin, 6 ou 9 ou 12, ou ce que vous voulez. Mais une puissance qui se divise par 3. À ce moment-là, ça vous fait tomber tout de suite la puissance ici. Vous trouvez tout de suite une puissance moins 2. Donc ça, c'est facile. Après, ce qu'il y a devant, vous voyez qu'il faut se démerder pour que ça soit petit. Si c'est petit, ben, vous dites tout de suite, c'est à peu près 1. Ici, c'est pareil. Vous avez un moment où vous avez un 3 divisé par pi, ça fait 1 à peu près. D'accord? Ici, vous avez un 8 et un 9. Bon, vous faites le calcul. Vous auriez pu dire que ça, c'est 10 et ça, c'est 10. Ça n'aurait pas tombé loin non plus. D'accord? Donc, il faut arriver à faire des calculs rapides comme ça et astucieux. OK? Et vous n'avez pas besoin de calculatrice pour faire ça. Alors, l'intérêt de savoir faire ça, c'est que si vous trouvez un truc complètement déconnant, c'est-à-dire si vous m'aviez dit 10 moins 15, j'aurais vu tout de suite à l'œil, comme ça, je sais que le résultat est dans les 10 moins 11. D'accord? Si vous me donnez 10 moins 15, je sais qu'il est à peu près sûr qu'il est faux. Okay? Alors, si vous calculez ça en électrons, ben, un électron, c'est 10 moins 19 coulombs. D'accord? Donc, il suffit de diviser 10 moins 11 par 1,6. Alors, pareil, on va laisser tomber le 1,6 par 10 moins 19. Et vous avez à peu près en jeu 10 puissance 8 électrons sur la sphère. D'accord? On a chargé avec 10 puissance 8 électrons. Ce qui est extrêmement petit dans le nombre d'Avogadro. D'accord? Qui lui vaut 10 puissance 23, je vous rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez chargé... Alors, quand vous mettez une sphère, que vous la connectez à une pile de 9 volts, ce qui se passe, c'est que vous faites un déplacement de charge de la pile. La pile va envoyer des charges vers la sphère. Combien elle en envoie? Elle en envoie très peu, en fait, parce que si vous regardez 10 puissance 8 par rapport à 10 puissance 23, vous avez un facteur 10 puissance 15. C'est-à-dire que vous avez déplacé l'équivalent, si vous voulez, vous avez déplacé une charge, un électron, pour 10 puissance 15 atomes. D'accord? Donc en fait, le nombre d'atomes que vous rajoutez sur la sphère par rapport au nombre d'électrons que vous rajoutez sur la sphère par rapport au nombre d'atomes qu'il y a sur la sphère, c'est que dalle. D'accord? C'est un électron tous les millions de milliards d'atomes, si vous voulez. En fait, en termes de charge, c'est vraiment rien du tout. D'accord? Pourtant, 9 volts, c'est déjà une charge macroscopique. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au nombre d'atomes qui sont mis en jeu dans les solides, vous n'arriverez jamais à charger beaucoup. Vous n'arriverez jamais à mettre... Pourquoi? Parce que quand vous rajoutez des électrons, très vite, vous allez charger, et très vite, les forces qui vont être mises en jeu au niveau des charges électrostatiques entre les charges vont être très très importantes, et donc vous n'aurez plus à charger, ça va claquer, ça va s'en aller. D'accord? C'est ça que les charges mises en jeu sont toujours très faibles. Vous n'arrivez pas à charger tellement plus que ça. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice suivant,
où on vous dit au contraire que là, ce qu'on va faire, c'est effectivement, vous me faites bien de faire penser. Donc la sphère, elle fait combien à la fin, le rayon? Ouais, c'est ça. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez, pour vous faire un ordre de grandeur de tête du nombre d'Avogadro, pour un métal, le nombre d'Avogadro, c'est à peu près une sphère d'1 centimètre de rayon. Ouais, une petite sphère d'1 centimètre de rayon. Dedans, vous avez le nombre d'Avogadro d'atomes d'un métal. Si vous voulez, dans votre tête, voilà. Le nombre d'Avogadro, c'est à peu près ça. C'est une boule d'1 centimètre d'un métal. Ouais. Ah non, ça c'est faux. Le rayon, je suis d'accord avec vous, la charge, elle est fausse. Vous êtes planté quelque part. Par contre, le rayon, c'est une bonne remarque de me le faire dire, parce que c'est un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Quand vous voulez vous rendre compte ce que c'est qu'une mole, voilà, prenez une bille, en gros une bille comme les billes quand vous jouiez quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, ben, une bille de cette taille-là en aluminium, elle contient une mole d'atomes d'aluminium. On va relier une sphère, ici. Alors, vous avez une petite sphère comme ça. Donc c'est l'exercice. Alors c'est lequel l'exercice chez vous? Je ne sais plus lequel c'est. Je vais regarder comment il s'appelle chez vous. Donc l'exercice D, on prend une petite sphère comme ça, et puis on la relie à un générateur qui vous délivre un courant de 1 ampère. D'accord? Pendant 1 heure. Donc elle est à la masse, hein, le générateur. Et donc la simple question qu'on vous pose, c'est à la fin, d'accord? Quelle est la charge Q qui va être déposée sur la sphère? Ouais. Moi, à la fin du calcul, dans l'exercice, là, j'avais trouvé 1,36 cm pour la sphère, pour la sphère. Ouais. Et au final, j'ai trouvé... Ah oui, ça c'est une bonne remarque. Donc, voilà, donc je relie ma petite sphère à un générateur qui délivre 1 ampère. Au bout d'1 heure, quelle est la charge qu'il y a dessus? D'accord, ça c'est évident. Quelle est la tension de cette sphère et quelle est l'énergie qui est stockée dans cette sphère? Et puis combien il faut de centrales nucléaires pour charger ce machin? C'est un peu le même calcul que pour la voiture qu'on a fait la semaine dernière. Bon, alors, le principe de cet exercice, c'est de charger la sphère, c'est que vous avez un effet qui est... Le problème de charger une sphère, c'est que quand vous chargez le premier électron, ça ne pose pas de problème. Le deuxième électron, c'est un peu plus dur parce qu'il y a déjà un premier qui est là. Le troisième électron, c'est plus dur parce qu'il y en a déjà 2. Le troisième, c'est encore plus dur parce qu'il y en a 4. Et puis au moment, il y a déjà 5 qui sont dans la place, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça va devenir très, très, très dur d'arriver à charger le énième électron. D'accord? C'est un truc d'ailleurs qu'on utilisait, qu'on utilise toujours quand vous faites de la nanoélectronique à basse température. C'est comme ça que vous arrivez à compter les électrons. Parce que quand vous êtes vraiment, alors c'est un peu compliqué à faire, mais quand vous êtes à très basse température, vous pouvez compter les électrons comme ça, parce que vous arrivez à faire des systèmes où vous rentrez un électron, et on est à suffisamment basse température pour que l'énergie de cet électron soit suffisante pour bloquer tous les autres. Donc vous mettez un électron, ça bloque tout, et il faut d'abord sortir celui-là pour rentrer celui d'après. Donc vous arrivez comme ça à compter les électrons un par un. On appelle le blocage de Coulomb. Alors là, on n'en est pas à ces systèmes-là, mais c'est quand même un système où vous verrez que, en fait, le fait de rentrer un électron devient de plus en plus difficile. Plus ça va, moins ça va, si vous voulez. Donc c'est pour ça que cet exercice qu'on essaie de vous faire voir, c'est que, en fait, on évite de stocker des énergies énormes. C'est pour ça que c'est difficile de faire des capas qui sont extrêmement grandes. Alors, je vais essayer de retrouver mes chiffres, parce que il faut que je retrouve les valeurs exactes qu'on trouve. Alors, donc, on vous demande d'abord, j'ai tout qui tombe. Donc, cette sphère-là, elle est reliée là, et donc vous avez Q. La charge qui va être portée par ce truc-là, c'est simplement l'intensité fois le temps. Ça, c'est la définition de la charge. D'accord? Donc, comme l'intensité fait 1 ampère et que le temps, c'est 1 heure, vous trouvez simplement 3600 coulombs. Et jusque-là, il n'y a rien à dire.
Alors, on vous dit ensuite, qu'est-ce que ça représente comme tension? Ok. Ça, c'est pas très compliqué, que comme vous avez ici une capacité, vous avez simplement Q égale CV. Ok. Donc, la formule de la capacité vous permet typiquement de retrouver, de remonter à la tension. Donc, vous avez V qui est égal à Q sur C, c'est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R. Il me semble qu'on vous donne le rayon dans l'énoncé, non? On doit vous le donner quelque part. Ouais. C'est la même. Parce que si vous voulez, la formule Q, alors, d'accord, c'est celle-là que vous parlez. Donc ça vous donne que Q, d'accord, tenez ça. Si I est constant, vous pouvez le sortir de l'intégrale, d'accord, et à ce moment-là, vous trouvez simplement I delta T. Si I est une constante, vous pouvez le sortir de l'intégrale ici. D'accord? Et vous trouvez exactement cette formule que je viens d'utiliser. Ah oui, oui, elle est juste, hein. Alors on revient exactement à celle-là. Voilà. Donc, vous allez utiliser cette formule qui vous relie V et Q, d'accord? Et là, alors vous avez, il vous donne le rayon de la sphère ou pas? Je ne sais plus où on en est. Il vous dit. Oui, donc on vous donne le rayon puisqu'on vous dit que la sphère fait une mole d'aluminium, mais on vient de calculer l'exercice précédent que le rayon d'une sphère c'est 1,33 cm. Donc on a le rayon ici. Et vous trouvez que la tension que vous avez ici, c'est de l'ordre de 2,4 10 puissance 15 volts. Donc vous trouvez que cette tension-là est absolument phénoménale. D'accord? Et si vous cherchez l'énergie que ça représente, d'accord, vous allez voir que c'est aussi une énergie énorme, parce que alors il y a plein de formules qui vous donnent l'énergie. Vous avez 1,5 de CV2, 1,5 de Q2 sur C, vous avez 1,5 de CV2, 1,5. Bon, vous prenez bien celle qui vous plaît, hein, c'est toutes les mêmes. Donc vous avez 1,5 de Q2 sur C. Ok. Ça, vous prenez ça, vous trouvez, alors numériquement, vous trouvez 8 10 puissance 18 joules. Voilà. Alors, ça, c'est une énergie qui est tellement gigantesque qu'on n'arrive pas du tout à se rendre compte de ce que c'est. Et en fait, c'est pour ça qu'il vous pose la question d'après. Donc, on commentera un tout petit peu. Et vous trouvez qu'il faut 27, alors le chiffre exact, bon, on s'en fiche un peu, mais il faut de l'ordre de 30 10 puissance 6 heures à une centrale de 1 gigawatt pour charger la sphère. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que, en fait, alors, une centrale de 1 gigawatt, ça c'est un chiffre réel. Hein, quand vous voyez une tranche de centrale là, dans la plaine, dans la région, quand vous promenez, une tranche de centrale, donc un réacteur, c'est 1 gigawatt, hein, à peu près, donc c'est un chiffre réaliste. Alors pourquoi on arrive à des chiffres absolument énormes? C'est ce que je vous disais, c'est qu'au début tout va bien, puis quand vous chargez pendant une heure comme ça avec 1 ampère, vous amenez quand même vachement de courant. Et bien quand vous arrivez à charger beaucoup la serre, au bout d'un moment l'électron d'après, ça devient vraiment très très dur de l'amener, et ça vous coûte une énergie absolument énorme de l'amener. D'accord? Parce que quand vous amenez un électron à un potentiel de 10 puissance 15 volts, là pour le coup vous commencez à l'amener, à le monter à des énergies assez élevées. D'accord? Et donc ça vous coûte cher en énergie, et quand vous faites ça sur beaucoup d'électrons, à la fin, il faut beaucoup d'énergie pour le faire.
Ok. Donc c'est pour ça que ça, c'est absolument irréalisable. Alors en fait, c'est tellement irréalisable que vous n'y arriverez jamais parce que la sphère a une telle énergie que vous n'arrivez pas à un électron, ça va claquer tout de suite. L'électron, il ne va pas rester, il va partir. D'accord. Donc ça, c'est absolument irréalisable, c'est vraiment une expérience d'esprit, ça. Mais c'est pour vous dire que de toute façon, on n'arrive jamais à charger les choses tellement fortes. Ok. Alors par contre, ce que j'aimerais voir, c'est que par contre, là où vous avez typiquement, euh, alors en nombre d'électrons que vous allez avoir. Alors, il faudrait regarder combien ça vous fait en nombre. On a 3600 coulombs, d'accord, ici. Donc là, vous commencez à avoir, si vous divisez par 10 puissance moins 19, vous aurez, je ne sais plus, 10 puissance 15 électrons ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus combien on avait tout à l'heure dans l'autre exo. On avait, enfin, vous regarderez combien on avait sur l'autre exo. Là, on commence à avoir un nombre d'électrons qui est un peu plus élevé, mais en fait, vous n'aurez toujours pas beaucoup d'électrons par rapport au nombre d'atomes. Ce ne sera jamais des choses phénoménalement élevées. D'accord. Alors, pourquoi on a beaucoup d'électrons libres dans un métal? C'est pour ça que le courant porte bien, mais pour une raison simple. Il faut faire attention, dans un métal, on a l'électroneutralité. C'est-à-dire que les électrons libres dans un métal, ils viennent des métaux, des atomes du métal. Donc chaque atome libère un électron, mais du coup, lui, il y a une charge moins qui reste au milieu. Enfin, une charge plus qui reste au milieu. Donc par exemple, dans le fer devient Fe+, et il libère un électron. Mais globalement, ça reste neutre. D'accord? C'est pour ça qu'on a beaucoup de porteurs dans un métal. Mais globalement, c'est neutre. Ce n'est pas des électrons qu'on ramène en plus. D'accord? Les électrons que vous ramenez en plus, vous n'en aurez jamais beaucoup. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est ce problème de charger, vous donner les ordres de grandeur de ce qu'on fait en électrostatique. Donc vous voyez, c'est toujours des charges relativement petites. Maintenant, on va passer sur des problèmes. Ah oui, alors le truc que je voulais vous montrer aussi, alors qui est un tout petit peu différent, c'est ce problème, juste pour votre culture générale, le problème de la diode bleue que je voulais juste vous commenter. Bon, alors cet exercice n'est pas très très difficile. Euh, Simplement, c'est donc la comparaison entre un générateur parfait et un générateur réel. Donc il faut que je retrouve mes petits là, parce que du coup je ne l'ai pas non plus. Il est par là. Il est par là, il est par là. Alors, essentiellement, c'est la loi d'Ohm, donc c'est pas bien méchant. Bon, alors je vais essayer de faire des beaux cercles, vous allez voir. J'ai un truc pour faire des beaux cercles. Vous allez voir, comme je peux faire des beaux cercles. Il est beau mon cercle. Hein. Et je peux faire aussi des beaux carrés. Voilà. Ah. Et de l'autre côté, j'ai à nouveau un beau cercle. J'ai à nouveau un beau carré. Sauf que maintenant, j'ai un autre carré qui représente ma résistance interne, qui est par là. OK? Donc, poum. Voilà. Donc ça, alors j'ai E ici. Hein. Donc ça, c'est ma source de tension. Puis là, j'ai UC avec une résistance RC. Là, j'ai toujours ma source E. Puis là, j'ai toujours ma tension UC. Avec ici mon RC. Et puis là, j'ai mon courant I. Ouais, on a dit qu'on le mettait comme ça, le courant I. Et puis comme ça. Puis ici, j'ai... non, on l'a appelé petit r celui-là. Je crois que c'est ça, on a dit qu'on l'appelait petit r. On l'appelle petit r. Ça, je l'ai fait super mal, mes petits r. Hein, ça craint. Essayer de faire des jolis petits r quand même. Voilà.
Bon, alors mon problème, c'est que, bon, évidemment, moi, l'utilisateur, j'apparais là. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis là. D'accord? En tant qu'utilisateur, je suis là, moi. Voilà, moi, je suis là. Voilà. Donc tout ce qui est à gauche, ça c'est un appareil, d'accord? Tout ça c'est un appareil qui est branché quelque part, d'accord? Voilà. Voilà. Ça c'est un appareil. Ça c'est un appareil que je ne maîtrise pas, qui est posé sur ma table. Alors, on vous pose des questions extrêmement simples. Donc on va appeler ici le cas grand A et le cas grand B. Et vous avez ici le cas grand A, dans lequel vous pouvez écrire cette chose épatante que RCI est égal à UC. Et encore plus audacieux, vous pouvez écrire que UC est égal à E. D'accord? Et puis, dans le cas 2, vous pouvez toujours écrire que RC fois I est égal à UC. Ça, c'est toujours vrai. Alors, par contre, du fait que vous ayez une petite résistance interne, ça devient un peu plus compliqué pour I, parce que la loi d'Ohm vous dit maintenant que E est égal à I, mais cette fois-ci, c'est I fois RC plus petit r. Ce qui vous donne que I est égal à E sur RC plus petit r. Et donc, vous obtenez que UC est égal à RC sur RC plus petit r fois E. Donc, nous sommes ici dans le cas 1. Oui. S'il vous plaît, c'est encore IC égale à E sur RC moins petit r. Où ça, vous me dites? Et c'est le sens du courant qui a différé. Le sens du courant qui vous embête. Oui. De quel côté? Par exemple, moi j'ai pris la tension au niveau de la petite résistance Celle-là. qui est opposée à I. J'ai pris une tension qui est opposée à I. Attends, vous avez mis les flèches comme ça. Moi, j'ai une flèche qui est comme ça. Voilà. Ouais. Donc après, j'ai appliqué la loi de la maille. Ouais, donc faites ça, plus ça, plus ça. Oui. Égale à 0. Ouais. Donc finalement, j'ai eu IC égale à E sur RC moins E sur RC moins petit r. Alors, vous êtes trompé. Alors là, vous êtes trompé parce qu'à un moment, vous avez oublié un signe moins. Alors, je vais vous montrer la loi des mailles. Je refais mon dessin bien pour que les gens soient contents. Et je vais vous expliquer où vous êtes trompé. Je vais vous expliquer où vous êtes trompé. Alors, vous voulez que je vous l'explique comment? Il y a plein de façons de vous l'expliquer. Alors, on va appliquer V, on va l'appliquer comment? U petit r, ça vous va ça comme ça, comme nom? Quand on applique U petit r, ça vous va? Alors, ça c'est un dessin juste à part, c'est juste pour vous que je fais ce dessin, d'accord? Alors, moi, la façon la plus simple pour moi de le voir, c'est que je dessine E, et moi j'aime bien faire glisser les éléments pour bien les voir. J'ai ici UC. Putain, ça va pas du tout mon truc. J'ai ici UC.
j'ai ici UR. D'accord? J'ai juste glissé le long d'un fil ma résistance, d'accord? C'est le même schéma. Donc là, vous voyez tout de suite que UC plus UR égale E, graphiquement. C'est pour ça que les lois d'émail, moi, je m'en méfie comme de la peste. J'aime mieux faire glisser mes éléments. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, vous avez toujours le droit de modifier un schéma tant que vous faites que glisser le long des fils des trucs. Et là, le truc, c'est quand vous faites une loi des nœuds, quand vous avez un angle à 90 degrés, souvent on se fout dedans. Donc faites-le glisser pour mettre tous les éléments les uns au-dessus des autres. Et là, quand vous voyez les flèches comme ça paraît évident que UC plus UR égale E. D'accord? Parce que le problème, c'est que si vous glissez dans l'autre sens, là, vous avez une flèche qui va se retrouver tête bêche. Vous avez UC plus UR moins UE qui est égal à 0, en fait. Parce que UE est dans l'autre sens de celle-là. Et celle-là, c'est pas évident de voir dans quel sens elle est. En fait, celle-là est dans le même sens que celle-là. Parce que le sens, il est fléché topologiquement, c'est dans le sens où vous tournez. Donc vous avez UC plus UR moins E qui est égal à 0. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des dessins comme ça quand vous faites les lois d'émail. D'accord? Ouais. Voilà, on l'a refaite. Ce que je viens de dire. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'en électricité, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a toujours le droit de déformer continuellement un réseau. C'est-à-dire que vous avez le droit de... Si vous imaginez un réseau dans la vraie vie, c'est quoi? C'est des fils et des résistances. Vous voyez, quand vous avez en TP. Vous avez toujours le droit de le déformer tant que vous voulez, tant que vous ne débranchez pas quelque chose. D'accord? Vous n'avez pas le droit de débrancher, par contre. Mais tant que vous ne débranchez pas, vous avez le droit de le déformer tant que vous voulez. Ça, touche à rien. Donc ça veut dire que sur mon dessin, tant que je n'ai pas débranché un coin, un fil, j'ai le droit de le débrancher. Alors typiquement, moi, ce que je dis, c'est que ce truc-là, bon, ça va être le bordel sur mon film, sur ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je dis que ce truc-là, c'est plus facile de le comprendre si je le dessine comme ça. Pourquoi il ne repasse pas en gomme? Moi, je dis que c'est plus facile si vous le dessinez comme ça. Voilà. Moi, je pense que pour vous, ça doit être plus facile de comprendre comme ça que de comprendre quand il y a un virage à 90 degrés. Et ce que je vous dis là, c'est que je n'ai rien fait que de faire glisser ma résistance là le long du fil. Et ça, je n'ai pas coupé de fil. Donc tant que je n'ai pas coupé de fil, j'ai le droit de le faire. Là, j'étais sur ma table, j'avais ma résistance, j'ai juste bougé ma résistance sur ma table, mais j'ai rien débranché. Donc j'ai le droit de le faire. Et ça, je vous conseille vraiment, moi je le fais souvent, quand j'ai des circuits d'électronique un peu compliqués, que je ne sais plus où j'habite, je fais plein de dessins pour mettre mes éléments en face, parce que là, vous voyez tout de suite la somme des tensions. Enfin, le problème qu'il a eu avec sur la démarche, c'est que là, vous voyez tout de suite que UR plus UC égale E, c'est évident. Quand vous avez un truc qui se met à tourner à 80 degrés, on ne sait plus trop où on est. D'accord? Alors que là, vous avez des choses qui vous apparaissent. Et là, pareil pour la loi des nœuds, quand vous mettez les choses bien dans l'ordre, ça vous paraît beaucoup plus clair tout de suite. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire ça. D'accord? Pour avoir des nœuds. Et ça, vous avez toujours le droit de le faire tant que vous ne coupez pas de fil. Ok? Bon, c'est un peu le bordel, mon dessin, maintenant. Mais avec les mots, ça ira bien. Bien. Donc, notre question qu'on avait, c'était de savoir, est-ce que ces deux machins sont les mêmes ou pas? Alors, je vous ferai un dessin tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un tout petit peu de mathématiques. Vous avez tous fait des maths l'année dernière, par contre? Qui n'a pas fait de maths? Bon, alors on va vous faire user de bon sens. On va prendre cette formule-là. Alors, à votre avis, quand petit r tend vers 0, cette formule-là, elle va tendre vers quoi? UC va tendre vers E. Alors, pour une raison simple, si ce R devient tout petit, d'accord, il devient négligeable en celui-là, donc on peut l'enlever. Donc vous trouvez RC sur RC qui vaut 1, vous trouvez E. Autrement dit, un générateur parfait, c'est un générateur réel avec une impédance d'entrée, de sortie qui est nulle. Okay. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un bon générateur, c'est un générateur qui a une impédance de sortie très faible. Et inversement, un générateur très mauvais, qui a une impédance de sortie qui est très grande,
UC tend vers quoi? Ouais. C'est-à-dire que vous voyez ici que vous avez R qui devient très grand devant RC, donc il devient négligeable, donc RC devient négligeable. Il vous reste un RC sur R, et comme RC devient très grand, l'ensemble tend vers 0. D'accord? Donc voilà ce que ça veut dire. Alors on peut essayer de tracer un graphe de ce bazar. D'accord? Et puis on va essayer de regarder un peu ça. Alors on va tracer des graphes. Vous savez faire tracer des graphes? Vous avez fait ça toute votre vie. Hein. Petit r égale 0, ça vaut combien le UC? Alors le UC, il est là, ma formule. Pour petit r égale 0, ça vaut combien? Allez un peu à ma gauche, là, les trois devant, ils savent faire, les autres. Tiens, vous, au fond, vous savez faire aussi. Pour petit r égale 0, je trouve combien, là? E. Ok, je suis, ça y est. Petit r égale infini tend vers quoi? Vers 0. Par exemple, si petit r égale RC, il vaut quoi? Petit r égale RC, il vaut quoi? Hein? Non, pour petit r égale RC, regardez bien, il a une valeur particulière. 1,5. D'accord? Pour R égale RC. Alors, ce qu'il faut voir, pourquoi je dis que cet exercice est très simple, c'est parce qu'en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est simplement que cet exercice, vous avez ici la pile, ici l'ampoule, et ici la résistance interne de la pile. Donc on vous demande uniquement d'appliquer ça. La pile, la résistance interne de la pile, l'ampoule. Alors, quelqu'un m'avait dit, mais alors finalement, pourquoi on a 4,5 volts et 3,5 volts sur l'ampoule? Eh bien justement, parce que le problème d'une ampoule, on vient de le dire ici, c'est que le problème d'une ampoule, c'est que ça a une résistance extrêmement faible. Une ampoule de lampe, c'est typiquement un fil, c'est 0,1 ohm, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on est toujours dans un régime où la résistance de mon ampoule est petite devant la résistance interne de mon générateur, de ma pile. Ce qui fait que si on... Je suis sûr que vous adoriez ça au lycée. Donc on va tracer un graphe. Alors pour le coup, je vais mettre des beaux axes, vous allez voir. Je suis sûr que j'ai une fonction de tracer des graphes, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ce logiciel, j'ai des tas de fonctions que je ne connais pas. Je dois bien en avoir une tracer un graphe, je suppose. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de vous faire ça à la main en espérant que ça ressemble à quelque chose. Alors, on va prendre un axe. Et un autre axe. Bon, allez. Là, je trace en fonction de petit r. Je vais tracer la valeur de UC. Alors, pour le générateur parfait, c'est facile, parce que vu qu'il n'y a pas de petit r dans le générateur parfait, la réponse est vite vue. Ça me donne un truc constant qui est égal à E. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le générateur parfait. Bon. Ici, on a fait... Pourquoi? Donc, pour petit r égale 0, on va la tracer en rouge, celle-là. Pour E égale 0, donc il est là, il part de 0. Donc, vers l'infini, il va converger vers là. Après, on sait qu'il va tendre vers 0. Ensuite, alors, on va trouver une valeur particulière. On va se mettre par là.
trouve exactement 1,5 ici. Et alors entre les deux, alors quelle tête il a exactement, je ne sais pas trop, mais il va faire un truc. Donc s'il y en a qui ont des trucs pour tracer sur leur ordinateur, ils peuvent le tracer, c'est un truc bien connu. Donc en gros, on dit typiquement que pour avoir un bon générateur de tension, il faut rester dans une limite où l'impédance qu'on met derrière, c'est-à-dire le RC, si vous voulez, reste très grande devant le petit r. À ce moment-là, tant qu'on reste dans cette zone-là, on peut considérer qu'on a un générateur presque parfait. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette zone-là, la tension que je vais voir au bord de ma résistance dépend assez peu de la résistance que je mets et elle va toujours valoir E. Quand je commence à m'éloigner de cette zone, la tension que je mets au bord de ma résistance va commencer à dépendre fortement de ma résistance et elle se casse la gueule assez vite. Et puis là, c'est plus du tout un générateur de tension parfait parce que j'ai n'importe quoi là. Autrement dit, vous pourrez faire l'expérience, enfin non, faites-le pas trop parce que ça peut tuer le générateur, mais quand vous êtes en TP, si vous avez l'impédance de sortie d'un générateur, je sais plus, mais ça c'est pas très élevé dans votre cas, si vous mettez une résistance de 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ, vous mesurez toujours une tension de 5 volts si vous demandez 5 volts. Si vous commencez à mettre une résistance de 100 ohms, ça ira peut-être encore. Si vous mettez 50 ohms ou 10 ohms, vous ne mesurez plus du tout 50 ohms ou 10 ohms. D'accord ? Pour la simple raison que votre générateur ne va pas supporter d'avoir une impédance aussi faible devant. Vous allez vous retrouver dans cette zone-là. Okay ? Donc ça ne marchera plus. D'accord ? Alors après, il y avait d'autres choses que je voulais vous faire faire. Alors, on va finir avec un autre exercice. Alors, le truc, c'est que là, regarde où c'est qu'on est dans la courbe. On est toujours par là. On est toujours dans un régime où la résistance de mon ampoule est petite devant petit r. D'accord ? Donc, vous êtes toujours dans ce régime-là. Donc, ce qui fait que je débranche ma pile, je suis à E. Mais dès que je la branche sur mon ampoule qui a une très petite résistance, je me retrouve par là. J'ai plus que 3,8 volts. D'accord ? Donc, c'est vraiment un exercice qui revient à faire ça. Alors, on va simplement faire le petit schéma. On a ici E. Donc, c'est l'exercice combien? Je ne sais plus. C'est le 2 ou le 3. Je sais plus. C'est quoi le numéro de... Pardon? Le petit? Ouais. Mais non, je cherchais le numéro de l'exo, moi, c'était combien? C'est le? Non, le numéro de celui-là, c'est quoi cet exercice? B? Bon. Donc, je vous fais un schéma tout con. Hein. Vous avez ici ma pile. Qui a ici E égale 4,5 volts. J'ai ici petit r. J'ai ici mon ampoule. Comment on fait une ampoule? Je ne sais même pas, moi. Ampoule. Il y a un symbole pour les ampoules, je ne sais même pas, moi. Un rond avec une croix, une ampoule? Alors, je vais vous faire un rond avec une croix, alors c'est plus joli. Comme ça? Une ampoule, alors. Bon, mais je ne le connaissais pas, celui-là. Lui, donc, là, j'ai 3,5 volts. Non, je suis con, c'est pas comme ça que ça va. Puis là, j'ai un courant de... C'est 3 mA, je ne sais plus combien ils disent. 0,3 ampères? Donc 300 mA. C'est évident, je sais pas, c'est quoi la question en fait?
C'est quoi la question là-dedans? Ah ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui vous paraît évident à résoudre là-dedans? En fait, il n'y a qu'une seule inconnue dans ce problème. Hein. Alors, ouais, attendez, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Enfin, par exemple, ça on connaît, ça on connaît. Enfin, il y a qu'une. On connaît tout sauf un truc, c'est ça. D'accord? Le seul truc qu'on ne connaît pas, en fait, on va le marquer en bleu, c'est ça. Non, pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, c'est le seul truc qu'on ne connaît pas, ça. Bon, mais à votre avis, il vaut combien? Bah oui, ça fait combien? Je fais 1 volt ici. Vous êtes tous d'accord avec moi que ça fait 1 volt? Hein? Oh, oh. Ça vous paraît évident pour tous que ça fait 1 volt, là? Non? Bon. Je vais vous le refaire différemment. Je vais vous le dessiner différemment, d'accord? Je vais vous le faire en mettant les trucs directement dans le... Je vous le refais en bougeant mes résistances, vous allez voir pourquoi. Bon. Alors, est-ce que ça vous paraît un peu plus évident comme ça que c'est 1 volt? Hein? Je vous signale, c'est le même dessin. D'accord? Vous voyez, l'intérêt de déformer les circuits, c'est ça. C'est strictement le même dessin. Ok? Bon, mais si ça vous paraît évident que c'est 5 volts, ça vous paraîtra évident aussi que petit r est égal à 1 sur 3 10 moins 3 et 10 moins 3, 3 sur 0,3, d'accord? C'est ça, hein, c'est U sur I. Et ça fait combien? Je ne sais pas combien ça fait 1 sur 0,3. Allez, dites-moi ça tout de suite. Ah oui, c'est con, c'est vrai, j'aurais dû le dire, c'est évident. Excusez-moi, ça fait 3,3 ampères. Alors, ce que je vais vous montrer dans cet exercice, c'est que, honnêtement, cet exercice, une fois qu'on a compris le dessin, vous n'allez pas me dire, mais c'est une trivialité, cet exercice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une fois que j'ai fait le dessin correctement, un enfant de 5 ans comprendrait ça. J'ai une flèche là, cette longueur-là est égale à cette longueur-là plus cette longueur-là. 3,5 plus 1 égale 4,5. Ça ne va pas chercher bien loin, quand même, d'accord? Par contre, toute la difficulté, c'est de faire ce dessin-là. Et pour faire ce dessin-là, tout ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, la résistance était là, vous compreniez bien, je la fais glisser là, tout d'un coup, vous comprenez. Et je ne dis pas ça pour vous, ça me le fait la même chose à moi. Sur des choses plus compliquées, hein, mais c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que des fois, je vois un truc, j'y comprends rien, je refais le dessin en glissant un truc là, je dis « Ah putain, en fait, c'est vachement simple. » D'accord? Donc n'hésitez pas à faire glisser des choses. Tant que vous ne cassez pas les fils, vous avez le droit. Et vous voyez, je le dessine comme ça, vous dites c'est évident. D'accord? Et je vous dis, je fais pareil. Hein, ne prenez pas pour vous, je fais la même chose. D'accord? Allez, passez un bon week-end.